Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Messieurs les ministres, en vous écoutant, j'ai soudain été pris d'un doute. Auriez-vous donc gagné les dernières élections législatives? En vous écoutant, Monsieur Armand, j'ai été saisi par l'arrogance de votre propos. Vous semblez avoir oublié que nous sommes ici réunis dans une assemblée qui doit voter pour la première fois 60 milliards d'économies et de recettes nouvelles, un chiffre inégalé sous la Ve République. Vous semblez également oublier que nous nous retrouvons pour la première fois aussi depuis 1945 face à un trou de 50 milliards dont vous avez la seule responsabilité. Je regardais, mes chers collègues, les archives de notre Assemblée. Jamais, même pendant la période de la reconstruction suivant 1945, il y avait eu un tel décalage budgétaire entre les prévisions et l'exécution. Monsieur le ministre Saint-Martin, je vous écoutais également critiquer le travail fait par la Commission des finances dont vous n'êtes vous-même même plus membre, car le suffrage universel vous a refusé cette confiance. Messieurs les ministres, en représentant ici le groupe socialiste devant cette assemblée, j'ai en mémoire cette citation d'un de mes prédécesseurs, Pierre Mendès France, député de ma circonscription dans l'Eure. Pierre Mendès France a eu devant cette assemblée une fois cette phrase: « Les comptes en désordre sont le signe d'une nation qui s'abandonne. » Et le désordre, messieurs les ministres, c'est vous qui l'avez créé. Faut-il ici remonter à cette année 2017 où le président de la République a défendu pour la première fois son budget? Vous étiez vous-même rapporteur général du budget, monsieur Saint-Martin. À l'époque, le déficit public de la France laissé par les socialistes s'élevait à 2,5 points de PIB. Nous en rêverions aujourd'hui. À l'époque, la dette était maîtrisée. Nous n'avons certes pas tout réussi, mais la croissance était en train de repartir. Voilà ce que vous avez fait de ce bilan budgétaire que nous vous avons laissé. Et quels sont les moyens que vous donnez aujourd'hui pour résoudre ce problème? Le budget que vous nous présentez est marqué par la même insincérité que les budgets qui l'ont précédé. D'abord, cette élasticité que l'on ne comprend pas. D'où vient ce trou? Les recettes fiscales n'évoluent plus au rythme de la croissance. Et cette croissance, aujourd'hui, vous repartez sur les mêmes hypothèses que les recettes fiscales augmenteraient d'1 point l'année prochaine dans le même temps que la croissance, alors que vous avez vous-même fait la démonstration que la faible hausse des salaires d'un côté, la faible consommation de l'autre, ne faisait progresser les recettes fiscales que de 0,4 à 0,6 points par rapport à la croissance. Le budget que vous proposez tente de défendre la croissance. Mais monsieur le ministre, expliquez-nous comment voulez-vous défendre la croissance avec 40 milliards d'économies quand on sait à quel point la dépense publique est importante aujourd'hui et que la croissance est tirée par la dépense publique. Lisez ce que vient de dire l'OFCE, qui n'est jusqu'à preuve du contraire pas une officine gauchiste. Votre budget va détruire 130 000 emplois privés. Votre budget va également occasionner une division de la croissance par deux. Comment en effet défendre la croissance lorsqu'on vote ici un budget qui cassera l'économie, cassera nos entreprises, cassera la dynamique que nous voulons tous et toutes créer? Alors, messieurs les ministres, il s'est trouvé dans la commission des finances des femmes et des hommes volontaires qui se sont retrouvés sur un certain nombre de votes. Et je veux ici m'inscrire en faux contre cette présentation fallacieuse qui a été faite par vous, messieurs les ministres, au sortir de nos débats. Faire croire que la gauche pourrait elle-même, seule, faire adopter tant de mesures fiscales sans l'apport d'autres groupes. Car jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que le nouveau Front populaire ait de majorité absolue dans cette Assemblée, ni en commission des finances. Lorsque j'entends parler de concours l'épine fiscale, je me demande bien quels sont les députés qui ont voté pour les propositions qui ont été les nôtres. J'entends David Amiel, il est parti, nous dire cette commission des finances, c'était la boucherie fiscale. Monsieur David Amiel est-il le même Amiel David qui nous a proposé d'alourdir les successions et les grosses successions? J'entends notre collègue Jean-Paul Mattei dire que le fardeau fiscal est trop lourd. Mais est-ce le même Mattei Jean-Paul qui nous a fait adopter près de 15 amendements qui alourdissent la fiscalité du capital? Et nous y sommes favorables. Augmentent le prélèvement forfaitaire unique, alourdissent les grosses successions. J'entends également notre collègue Louwagie qui reprend l'expression du Premier ministre de concours l'épine fiscale. Est-ce la même Louwagie Véronique qui nous a fait voter la fin, le rétablissement de l'exit tax? Il s'est donc trouvé dans la commission
Des femmes et des hommes capables de travailler ensemble, capables de sortir des postures, pour dire que oui, l'effort doit être justement partagé. Oui, nous devons rétablir les comptes publics, car il est inacceptable de laisser à notre pays une dette aussi importante. Oui, cet effort doit être justement partagé. Comment? D'abord, et cela a été dit, en déchargeant les classes populaires et les classes moyennes. Nous nous sommes retrouvés à l'unanimité pour annuler la hausse de la taxation sur l'électricité que cette Assemblée devra à nouveau annuler dans les prochains jours. Nous nous sommes aussi retrouvés, et nous nous retrouverons, pour défendre le droit à l'indexation des retraites pour toutes celles et tous ceux qui n'ont eu que leur travail pour vivre et n'ont aujourd'hui que le fruit de ce travail passé pour vivre. Comment accepter en effet que les 2 millions de retraités pauvres se retrouvent aujourd'hui dans la difficulté, ceux qui sont à la mutualité sociale agricole, qui ont une retraite située autour de 1 000 € et qui doivent faire face à l'augmentation endémique des prix alimentaires, 14% encore l'année dernière. De tout cela, nous avons conscience et nous avons su nous retrouver sur l'essentiel, rééquilibrer donc l'effort et décharger les classes populaires et les classes moyennes, mais également porter tout notre concours à trouver des recettes nouvelles. Les trouver où? Certainement pas sur les petites et moyennes entreprises dont les socialistes demandent la baisse du taux d'impôt sur les sociétés à 15%, en augmentant le plafond exigible, comme nous le faisons depuis des années, avec ma collègue regrettée Valérie Rabault. Nous allons aussi, pour forcer cet effort pour les plus aisés, planifier et continuer la taxation des hauts revenus, continuer également et proposer une taxation ambitieuse des très grandes sociétés et en particulier de ceux qui sont aujourd'hui très peu soumises à l'effort fiscal. Comment en effet accepter qu'un boulanger paye aujourd'hui 25% d'impôt sur les sociétés de son bénéfice et que dans le même temps le groupe CMA-CGM ne s'acquitte que de 2% d'impôt sur les bénéfices qu'il réalise? Comment accepter que tant et tant d'entreprises puissent autant défiscaliser leurs dépenses de recherche, un montant qui est aujourd'hui hors de contrôle de plus de 8 milliards et que grâce à Christine Pires-Beaune, nous voulons contrôler, changer ces méthodes. Et je veux le dire aussi grâce aux députés LR, et je pense à notre collègue Le Fur, qui nous a fait adopter un très bon amendement qui exclut la finance et la banque de l'assiette du crédit impôt recherche. Preuve qu'il n'y a dans notre commission nul sectarisme, en tout cas pas celui que veut nous faire avaler le gouvernement. Alors nous voici aujourd'hui devant un choix fondamental. Que voulons-nous faire de ce budget? Il y a le choix facile, celui du gouvernement, caricaturer les positions qui sont ici majoritairement exprimées. Aller au pourrissement, comme on dit dans les manifestations étudiantes, aller au clash et finalement imposer ce budget par l'article 49, alinéa 3. Mais que voulez-vous, messieurs les ministres? Vous voulez finalement jouer l'avenir de la France avec une pièce lancée en l'air en voyant bien qui ira ou pas voter la censure de votre budget? La responsabilité, c'est d'ouvrir le dialogue. Et messieurs les ministres, moi je m'étonne de ne pas avoir vu vos conseillers dans nos bureaux. Je m'étonne d'avoir plus reçu de lobbyistes de CMA-CGM ou du tabac que de conseillers du ministre durant les dernières semaines. Il n'est pas acceptable que dans la situation que nous connaissons, des dialogues de Bercy n'aient pas été organisés ou des dialogues de l'ACEI, puisque c'est plus près d'ici. Il n'est pas acceptable que nous commencions aujourd'hui le débat sans aucune vision de ce que vous pourriez accepter de nos propositions. Cette nouvelle méthode, nous la demandons. Nous ne serons jamais les avocats du pire. Nous avons un sens élevé de la responsabilité. Nous sommes les partis de celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Et la France n'aurait aucun intérêt à voir son budget être rejeté, nos entreprises, nos acteurs publics, être dans l'expectative d'un nouveau budget qui viendrait ensuite être adopté en janvier ou en février. L'intérêt national commande donc de nous entendre, il commande de nous dépasser, il commande d'aller au-delà de nous-mêmes pour trouver les solutions qui s'imposent pour le pays. Cet esprit de dialogue doit exclure tout sectarisme. Il doit exclure les positions définitives qui sont les vôtres. Il doit vous amener, oui, à considérer qu'un effort en recettes supplémentaires est nécessaire sur les plus aisés de ce pays. Il doit vous amener à sortir de vos postures. Il doit vous amener à nous écouter. Car nous sommes les représentants du peuple. Nous sommes élus ici pour défendre les contribuables et les citoyens. Nous sommes ici pour consentir l'impôt en leur nom. Et non, nous ne pouvons accepter un nouveau 49.3 qui viendrait finalement piétiner ce que sont nos droits et ce qu'est notre mission. Messieurs les ministres, mes chers collègues, oui, il faut réduire les déficits. Oui, il faut réduire la dette. Oui, il faut partager l'effort. Les socialistes seront au rendez-vous.